Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier les troubles du rythme et de la conduction en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Tout d'abord, voyons quelques mots de généralité. La survenue de troubles du rythme est fréquente en post-opératoire et favorisée par plusieurs facteurs. L'ouverture du péricarde et la mise en place des reins péricardiques qui accompagnent la chirurgie cardiaque entraînent remaniement et irritation du péricarde ayant un effet pro-arythmogène. L'existence de troubles hydroélectrolytiques constitue aussi un élément favorisant la survenue de troubles du rythme. Enfin, la pathologie cardiaque sous-jacente ou la survenue d'une ischémie ou d'une insuffisance cardiaque périopératoire peuvent également être associées à des troubles du rythme. Leur diagnostic est en règle facile, l'attention du personnel soignant étant attirée par des modifications du tracé sur le scope et un électrocardiogramme permet alors de les préciser. Dans des cas plus difficiles, les électrodes épicardiques placées en regard des atriums peuvent être utilisés à visée diagnostique en permettant l'enregistrement privilégié de l'activité auriculaire. Leur traitement est avant tout celui d'une éventuelle cause favorisante, correction d'un trouble hydroélectrolytique, drainage d'un épanchement péricardique, le contrôle de la cadence ventriculaire lorsque celle-ci est trop rapide par des médicaments bradycardisants et la prévention de leurs complications thromboemboliques par un traitement anticoagulant le plus souvent. Je répète cette phrase qui me paraît importante. Le traitement des troubles du rythme et de la conduction en post-cardiotomie est avant tout celui d'une éventuelle cause favorisante. Correction d'un trouble hydroélectrolytique, drainage d'un épanchement péricardique, le contrôle de la cadence ventriculaire lorsque celle-ci est trop rapide par des médicaments bradycardisants et la prévention de leurs complications thromboemboliques par un traitement anticoagulant le plus souvent. Je répète une dernière fois cette phrase. Le traitement des troubles du rythme et de la conduction en post-opératoire de chirurgie cardiaque est avant tout celui d'une éventuelle cause favorisante. Correction d'un trouble hydroélectrolytique, drainage d'un épanchement péricardique, le contrôle de la cadence ventriculaire lorsque celle-ci est trop rapide par des médicaments bradycardisants et la prévention de leurs complications thromboemboliques par un traitement anticoagulant le plus souvent. Lorsque la tolérance hémodynamique est mauvaise, une tentative de réduction est justifiée, si possible après correction d'éventuelles causes favorisantes. Celle-ci peut faire appel aux antiarythmiques ou au choc électrique externe en cas de fibrillation ventriculaire ou de très mauvaise tolérance hémodynamique. Les troubles du rythme et de la conduction en post-opératoire de chirurgie cardiaque
peuvent être divisés en deux groupes. Le groupe de fibrillation auriculaire post-opératoire et le groupe de bradycardie et bloc auriculo-ventriculaire. Tout d'abord, voyons la fibrillation auriculaire post-opératoire. La fibrillation auriculaire post-opératoire est assez fréquente en post-opératoire, en particulier chez les patients âgés, les insuffisants cardiaques et les valvulaires dont l'atrium gauche est dilaté. Comme pour les autres troubles du rythme, il existe également des causes favorisantes liées directement ou indirectement à la chirurgie. Son traitement répond à deux objectifs différents. Le premier est la prévention des complications thromboemboliques en rapport avec l'arythmie. On peut utiliser l'héparine à dose efficace en l'absence de contre-indications chirurgicales formelles et les antivitamines K ou l'aspirine en ambulatoire, selon l'estimation que l'on fait du risque embolique. D'autant plus élevé qu'il existe des antécédents emboliques systémiques, que le patient est âgé, qu'il existe une cardiopathie sous-jacente évoluée. Le deuxième est d'améliorer la tolérance hémodynamique du trouble du rythme quand celle-ci est correcte. Le plus raisonnable est de ne pas chercher d'emblée à réduire la fibrillation auriculaire, mais d'attendre qu'un certain nombre de facteurs favorisants liés à la proximité de l'intervention se soient corrigés, ce qui permet bien souvent d'obtenir un retour spontané en rythme sinusal. On utilise alors des médicaments visant à ralentir la cadence ventriculaire, comme les digitaliques en absence d'hyperexcitabilité ventriculaire. Quand la tolérance hémodynamique est moyenne, on peut, dans un premier temps, essayer de contrôler la cadence ventriculaire. En l'absence d'amélioration rapide de la tolérance ou en cas de tolérance d'emblée mauvaise, il faut alors envisager la réduction de la fibrillation auriculaire. Celle-ci fait le plus souvent appel à l'amiodarone ou à un choc électrique externe en cas d'échec de celle-ci, ou d'emblée en cas d'urgence hémodynamique. Toute cause favorisante accessible à un traitement devra bien entendu faire dans le même temps l'objet d'une correction. Les fibrillations auriculaires post-opératoires qui se prolongent au-delà de 2 à 3 mois doivent en principe, chez des patients qui n'étaient pas en fibrillation auriculaire en préopératoire, faire l'objet d'une tentative de réduction par amiodarone, voire par choc électrique externe en cas d'échec. Avant toute tentative de réduction, on recommande de s'assurer qu'il y a eu une période d'anticoagulation efficace d'au moins 3 semaines ou de réaliser une échocardiographie transésophagienne afin de s'assurer de l'absence de thrombus auriculaire. Je répète cette phrase qui est très importante. Avant toute tentative de réduction de la FA, on recommande de s'assurer
qu'il y a eu une période d'anticoagulation efficace d'au moins 3 semaines ou de réaliser une échocardiographie transœsophagienne afin de s'assurer de l'absence de thrombus auriculaire. Je répète une dernière fois. Avant toute tentative de réduction de la fibrillation auriculaire, on recommande de s'assurer qu'il y a eu une période d'anticoagulation efficace d'au moins 3 semaines ou de réaliser une échocardiographie transœsophagienne afin de s'assurer de l'absence de thrombus auriculaire. Après réduction, l'anticoagulation doit être maintenue quelques semaines pour prévenir les complications thromboemboliques. Il n'existe cependant pas d'indication formelle à un traitement préventif des récidives en absence d'antécédents de fibrillation auriculaire autre que l'épisode post-opératoire. Cela nous amène à étudier les bradycardies et blocs auriculo-ventriculaires. Dans ce chapitre, nous allons successivement étudier la bradycardie et le bloc auriculo-ventriculaire. D'abord, voyons la bradycardie. La bradycardie est fréquente dans les suites immédiates de l'intervention, favorisée par l'hypothermie et les médicaments bradykardisants pris en préopératoire. Sa correction utilise la stimulation auriculaire par le biais des électrodes épicardiques temporaires implantées de manière systématique au cours de l'intervention. Le réchauffement du patient et, lorsqu'elle est possible, la reprise différée des médicaments bradykardisants. Dans les rares cas où les électrodes ne sont pas fonctionnelles ou absentes, l'atropine ou l'isoprénaline sont parfois utilisées. Enfin, voyons le bloc auriculo-ventriculaire. Le bloc auriculo-ventriculaire est plus fréquent dans la chirurgie valvulaire aortique et dans celle des cardiopathies congénitales, CIV large, tétralogie de Fallot, du fait de la proximité du site opératoire et des voies de conduction. Parfois, il survient aussi du fait d'altérations préexistantes de la conduction auriculaire. Le bloc auriculo-ventriculaire survient aussi du fait d'altérations préexistantes de la conduction auriculo-ventriculaire ou d'une hypertonie vagale. Son traitement fait appel à la stimulation auriculo-ventriculaire séquentielle par le biais des électrodes épicardiques auriculaires et ventriculaires. En cas de persistance du bloc après un délai qui peut aller jusqu'à 3 semaines, la décision d'implanter un stimulateur définitif peut être envisagée. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.